ce film qui est extraordinaire, qui est génial, sauf qu'on ne sait même plus ce qu'on est allé voir un mois après. Vous voyez, c'est ça le problème, cette surenchère verbale pour exciter des émotions qui sont assez factices. Ce que vous êtes en train de dire là, en dehors du fait qu'effectivement j'ai mon téléphone, alors moi je vais vous dire pourquoi j'ai un téléphone. J'étais rebelle pendant des années, je ne voulais pas de portable en fait. Et depuis quelque temps, je suis rebelle vis-à-vis du temps. Je ne porte plus de montre, ça fait maintenant 3 ans. Je me refuse à porter une montre. Donc le seul endroit où je peux voir encore un peu l'heure, c'est mon écran. Voilà, c'est devenu ma montre que j'ai pas tout le temps finalement, parce qu'elle est obligée d'être éteinte, il n'y a pas d'écran qui est visible. Parce que ce temps m'agace, il faut toujours accélérer. Ce que vous venez de dire rejoint tout à fait cette problématique, c'est qu'on est dans une accélération du temps, une surenchère d'informations. Vous parlez des textos et des mails. Effectivement, on en donne de plus en plus et on en envoie de plus en plus. Et on est dans un monde où les choses vont tellement vite et où on nous demande tout le temps d'être sollicité qu'on n'a plus de temps de repos, quasiment. C'est-à-dire que même les moments où on devrait se reposer un peu, on doit encore répondre, parce que si on ne répond pas aux mails, on nous répond « alors, t'as pas vu tes mails ?» Excusez-moi, pendant 2 heures, non, je faisais autre chose. Donc on est dans une société inquisitrice. Mais j'ai aussi envie de vous dire, est-ce que ça n'a pas toujours été un peu comme ça, hormis que les moyens n'étaient pas appropriés? Quand on se rendait dans l'Antiquité, dans des arènes pour voir un gladiateur ou quelqu'un se faire dévorer par un lion, est-ce qu'il n'y avait pas ce côté aussi un peu pervers en plus, allons-y gaiement, c'est-à-dire du sexe et des jeux, la télé-réalité, c'est ça aujourd'hui, hein. On élimine de la même façon. Alors, on prend son téléphone, on vire le 2 parce qu'il a une sale tête, le 3 parce qu'il n'est pas assez vulgaire, il n'y a pas de coucherie, alors c'est pas drôle, du sexe, des jeux, c'est ça, hein. Et puis pourvu qu'au moment où on va le virer, qu'il pleure un peu, qu'il gémisse, quoi. Parce que s'il part comme ça, haut la main, en disant « c'est nul cette émission, je suis bien content de me barrer », on va se dire « non, ça correspond pas ». Il faut quand même un peu ça, non, depuis toujours, vous croyez pas ? Absolument, oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une connivence entre les journalistes, les animateurs de kermesse médiatique, et d'un autre côté, le peuple qui parfois attend aussi d'être excité et de ressentir de la complaisance morbide. La complaisance morbide, qu'est-ce que c'est ? C'est le sentiment de jouissance compassionnelle un peu partagée, où on ressent une joie au malheur d'autrui. C'est-à-dire que les faits divers qui sont tragiques, qui sont épouvantables, ils ont ce mérite de vous dire que finalement, vos maux, vos désagréments du quotidien ne sont pas si dramatiques que ça, puisque vous avez des cas affolants, des histoires sordides. Alors il y a par exemple, une mode actuellement, ce sont les nourrissons congelés. Les journalistes adorent ces histoires croustillantes de bébés qu'on a retrouvés dans un congélateur. Alors des cas comme ça, comme vous dites, il y a toujours eu cette complaisance morbide, cette connivence sourde. Donnez-nous effectivement de quoi nous amuser, nous exciter, mais est-ce que nous, on n'est pas là aussi pour défendre une vision de l'humanité un peu plus glorieuse, moins voyeuriste et plus exigeante, pour trouver finalement des plaisirs plus raffinés? Et moi, je plaide pour des émotions esthétiques plus nuancées, moins binaires. Le bien, le mal, le noir, le blanc, le méchant, ou encore sur Internet. Je crois qu'il y a eu un problème de pile. Sur Internet, sur Facebook, vous avez j'aime, j'aime pas. C'est l'un ou l'autre. Et donc on a une vision de la sensibilité humaine qui est quand même assez appauvrie, frustre. Et la culture, c'est reprendre la sensibilité, lui donner cette tonalité humaine en passant de l'instinct à l'institution, de la nature à la culture, du barbare au civilisé. Ça me fait penser à quelque chose, enfin finalement, il y a un philosophe dont on parle souvent, c'est Schopenhauer, et on a souvent dit de Schopenhauer qu'il avait mauvais caractère, enfin bref, surtout quand on lit ses carnets de jeunesse. Et en réalité, après coup, et en même temps parce que nous en parlons, hein, je me dis que c'est lui qui avait raison. Vous savez que Schopenhauer, c'est quand même celui qui est parti en calèche avec papa et maman à traverser toute l'Europe. Il est venu jusqu'à Toulon.
Il a fait la route même qu'il désigne comme étant épouvantable, le trajet entre Marseille, il est parti de Marseille, il a fait les gorges d'Olioul, en calèche, avec une vieille dondon qui devait s'arrêter toutes les demi-heures parce qu'elle avait trop chaud. Donc il décrit la bonne femme, parce qu'il a un côté assez... Bref, déjà gamin, il était un peu... Mais surtout, il nous raconte que ses parents ont voulu tout lui montrer. Donc à Toulon, déjà il dit qu'il ne peut pas sentir l'odeur des fleurs d'oranger parce qu'il arrive exactement à Hyères. Et à Hyères, c'était que des orangers et ça lui prend la tête, au sens premier du terme. Deuxièmement, il n'en peut plus de ce monde d'humains parce qu'il a assisté à des pendaisons. On lui a fait visiter le bagne de Toulon. Il est allé voir dans des hôpitaux des gens qui mouraient de maladies sexuellement transmissibles, donc avec des ravages assez particuliers, soit parce que c'était une perte de la raison carrément, ou alors il y avait carrément des dégâts sur la peau qui n'étaient pas très beaux à voir. Et donc il n'en peut plus de ce genre humain. Et sa mère lui dit tout le temps, mais enfin mon pauvre Arthur, tu pourrais un peu sourire, être aimable avec les gens. Lui se dit, mais c'est pas possible qu'elle me dise des choses comme ça. Et quand ils arrivent en gros vers le Mont Blanc, il dit, ah, enfin de la beauté, enfin des paysages, il n'y a plus l'homme. C'est la réaction première qu'il a. Et quelques temps plus tard, parce qu'on connaît l'histoire de Schopenhauer, puisque son père se suicide, et on voit bien ce contraste particulier qui correspond bien à ce que nous disons. C'est qu'il en veut à sa mère d'une certaine manière, parce que sa mère, elle voit toujours, dans tout ce qui ne va pas, la belle chose. C'est-à-dire qu'elle est tellement insouciante qu'elle peut voir tomber quelqu'un dans la rue, se faire écraser, elle va dire, vous avez vu le pommier là-bas comme il est beau? Elle est à côté du monde. Et quelque part, le père se suicide parce qu'il n'en peut plus de cette femme qui positive tout et qui ne regarde et qui ne voit plus rien. Et on se demande si Schopenhauer, finalement, avec ce vouloir vivre, bon bien sûr qui est quand même assez pathétique, mais enfin, il faut reconstruire ce monde comme représentation. Vous parlez d'émotions esthétiques, ben oui, on peut créer un joli monde aussi et s'émouvoir d'autres choses. Finalement, il a raison. On devrait avoir un mauvais caractère et se rebeller. Alors, il est d'autant plus attachant, ce philosophe, que bien qu'il fût grognon, grincheux, il plaide en même temps pour la compassion, alors que lui n'est pas toujours accessible à cette émotion. Mais il a vu dans une éthique, une métaphysique grandiose, dans l'expérience de la compassion, justement ce que je défends dans mon livre, l'expérience d'une valeur qui est la bienveillance, la sollicitude, l'humanité, quelle que soit la manière dont on voudra l'appeler, mais pour lui, il n'y a pas d'éthique sans compassion. La compassion, c'est vraiment la matrice affective fondamentale qui fait qu'on va peut-être remettre à plus tard un acte de vengeance, qu'on va finalement être accessible à l'humanité d'autrui et réfréner cette pulsion, cette agression, et je trouve qu'il donne une dimension métaphysique à la compassion qui, d'ailleurs, lui donne un peu des accents bouddhistes, où il voit dans la compassion, plus encore qu'une valeur, il voit l'essence du monde, le tragique de l'humaine condition. Il pense qu'il n'y aura jamais de progrès de l'humanité, précisément parce que l'homme est un être d'émotion, et qu'il y aura toujours les rancœurs, les jalousies, les haines, les passions, les trahisons, et tout ce déchaînement des émotions qui fait que, dit-il, on a beau changer les décors, les conditions culturelles, il reste toujours cet individu qui est manipulé, manœuvré, agité par des émotions qui le ballottent dans tous les sens. Et le jour où il découvre justement le Mont Blanc, où il est accessible à une compassion esthétique, eh bien il va prendre du recul. Il va avoir cette posture de sage, qui va regarder le monde de façon distancée, et nous en avons le plus grand besoin. Alors justement, vous dites qu'à un moment donné, on est vraiment, ballotté par toutes ces émotions, on passe des unes aux autres, et même par moments, vous avez précisé dans votre ouvrage, si je me trompe dans ce que je dis, reprenez-moi, que les émotions, à un moment donné, justement, quand il y en a trop, il y a une forme d'indifférence qui se fait parce qu'on ne les voit plus vraiment, toutes ces images qui nous tombent dessus. On a besoin d'avoir des moments presque de retrait où on n'éprouve rien, ce qui nous amènerait à une forme d'indifférence. Mais
malgré, je comprends bien, en tant que philosophe, mais il faut que je me fasse un peu l'avocat du diable, en tant que philosophe, on tend toujours vers la valeur, une forme d'éthique de la relation, etc. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, quand l'autre m'est insupportable, ça arrive, rarement, mais quelquefois, il m'est insupportable, absolument. Ou lorsque, justement, il m'attire trop. C'est-à-dire que je le trouve magnifique, beau, il me bouleverse, enfin, je ne sais pas, dans vos émotions, le coup de foudre. Enfin, moi, je ne crois pas à ça, mais vous, peut-être, vous y croyez. Je me suis intéressé aux émotions morales. Le coup de foudre, c'est immoral? Non, mais là, vous parlez du point de départ de la passion. Alors, il faudrait écrire un autre livre sur les passions. Mais là, je m'intéresse aux émotions. Et donc, comme je m'intéresse plus particulièrement à leur manipulation par les médias, j'ai essayé de comprendre comment les médias essayent de... Quelles sont les émotions sur lesquelles ils jouent. Et c'est vrai qu'ils ne vont pas jouer sur le coup de foudre, vous n'allez pas tomber amoureux ou amoureuse d'une star que vous voyez sur une scène. C'est rare. Hein. Take me down, spin me around.